1969. Les francophones descendent massivement dans la rue pour défendre un Québec français. Le détonateur, le Bill 63. Les officiers. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. À la fin des années 60, la langue d'enseignement devient un enjeu national. Une crise sans précédent a éclaté à Saint-Léonard, en banlieue de Montréal. D'un côté, les francophones qui ont peur de devenir minoritaires chez eux. De l'autre, les Italiens qui refusent de se voir imposer l'école française. La situation devient vite explosive, le gouvernement doit légiférer. Or, le Bill 63, la première loi linguistique adoptée au Québec, met de l'huile sur le feu. En devenant plus solidaire, on ne s'est plus minoritaire. Le peuple qui se fait Québécois, nous sommes Québécois. Le Québec sera fait, si ne se laisse pas faire. 1969. C'est l'année de toutes les manifestations au Québec. Toutes les causes sont prétexte à descendre dans la rue. Mais la cause qui mobilise le plus, c'est la langue. En mars 69, 10 000 étudiants francophones marchent sur McGill. Privés de place dans les universités, ils revendiquent la francisation de l'université McGill. Raymond Lemieux, le leader des parents francophones à Saint-Léonard, a aussi rallié les troupes à McGill. En ce qui concerne McGill, nous avons fait savoir aux autorités que McGill est à nous. Toujours en 69, l'Union nationale tient son congrès. On doit choisir le successeur de Daniel Johnson, mort subitement l'automne précédent. Monsieur Jean-Jacques Bertrand, député de Missisquoi, 1327 voix. Jean-Jacques Bertrand devient d'office premier ministre du Québec. La crise linguistique qui l'attend va le forcer à imposer sa vision. C'est une nouvelle étape qui va commencer dans l'Union nationale. À l'époque, son fils assiste au congrès. Jean-François Bertrand, futur ministre de la Culture du Parti québécois, a alors 23 ans. Il étudie à l'Université Laval et cohabite avec son père, le premier ministre. C'est un homme qui avait à cœur de prendre des décisions. Il n'aimait pas ce qui traînait. Saint-Léonard est une pomme pourrie. Hein? Ça traîne. Il dit, il faut que je l'arrête. Il y a déjà 15 mois que la situation dure à Saint-Léonard et que le gouvernement non seulement ne fait rien pour la cause du français au Québec, mais fait une foule de choses contre le français au Québec. Depuis un an, la majorité francophone de Saint-Léonard, en banlieue de Montréal, veut imposer le français pour tous à l'école. Mais les Italiens et les anglophones du quartier s'y opposent farouchement. I don't like to be told what to do by anyone. I've got my rights. I'm a Canadian. No one's going to push me out of here. Depuis des mois, 200 jeunes Italiens fréquentent les classes illégales bilingues dans des sous-sols de duplex. Des classes parallèles que tolère le ministère de l'Éducation. Puis je vois qu'aujourd'hui le commerce, c'est en anglais. C'est la seule raison parce qu'on préfère l'anglais. Puis on veut instruire nos enfants dans la langue qu'on veut. Saint-Léonard est devenu le symbole de l'assimilation des immigrants par les anglophones. Le quartier menace de s'angliciser. Nous faisons appel à tous les Québécois qui veulent assurer l'avenir du français à se rassembler mercredi soir. Raymond Lemieux convoque ses militants à se réunir dans la rue, à Saint-Léonard. J'ai invité le public de Montréal à venir se joindre à nous. Et il en est venu
5000, je crois. La marche sur la rue Jean-Talon menace de dégénérer. Italiens et francophones sont face à face. Un dérapage est imminent. On est au bord d'une crise majeure. Il y avait un barrage érigé à travers la rue par des anti-manifestants. On a reçu une volée de roches. La police provinciale qui se tenait là regardait la scène et ne bougeait pas. La ville de Saint-Léonard proclame la loi de l'émeute. Le ministre de la Justice, Rémy Paul, accuse Raymond Lemieux de fomenter des émeutes. Le lendemain matin, au palais de justice, Raymond Lemieux est accusé de sédition. Moi, je comprends qu'il y avait des ordres d'en haut d'essayer de mettre Raymond Lemieux en difficulté sur le plan judiciaire. À Québec, le gouvernement va intervenir. Jean-Jacques Bertrand annonce une loi qui doit stopper la crise de Saint-Léonard et espère-t-il rétablir la paix linguistique au Québec. La stratégie qu'il défend, ce n'est pas d'imposer une langue à l'école, mais plutôt d'emmener les parents à choisir le français volontairement. They will accept, not by coercion, not by imposition, but through persuasion. Pour lui, il n'était pas question d'avoir une approche coercitive. Donc, la loi 63 est évidemment une loi qui n'est pas coercitive, qui permet le libre choix, avec l'espoir que les gens vont adhérer à l'école française. Mais nous, de la jeune génération, n'étions pas du même avis. Moi, Bill 63, je dis premièrement que le français doit être respecté. Je dis deuxièmement que l'anglais doit être protégé. Et je dis troisièmement que la seule manière de bien protéger l'anglais, c'est de laisser au monde le choix de la langue et tout ce qu'ils veulent faire avec. Aux yeux de ses détracteurs, Jean-Jacques Bertrand ne défend pas le français. Au contraire, sa loi 63 donne toute la liberté aux parents de choisir l'anglais. Liberté de choix des parents à l'école française ou anglaise. C'était lamentable. D'abord, le titre officiel de la loi, c'était une loi pour promouvoir l'enseignement du français à l'école. Et c'était une pure hypocrisie. Moi, je ne connais aucun pays où la langue d'enseignement à l'école publique est laissée au choix des parents. 2 potatoes. 2 potatoes. 3 potatoes. 4. À Saint-Léonard, la loi 63 a pour effet de donner à la minorité le droit de choisir l'anglais, tout en interdisant à la majorité francophone d'imposer le français comme langue unique à l'école. La loi 63 a toutes les chances de perpétuer l'anglicisation des immigrants. La question finit par diviser tous les partis. Que nous serions des plus heureux s'ils voulaient joindre notre communauté de langue française. Et il faut les convaincre. Et lorsqu'ils refusent? Bien, s'ils refusent, il faudrait que le climat de priorité de langue française soit tel qu'ils réalisent qu'économiquement, ils se font tort. Yves Michaud est alors député libéral. Jean Lesage est son chef. Écoutez, c'est du très haut patinage de fantaisie. M. Lesage sait très bien que la politique du parti, c'est le français prioritaire. Il est de la vieille tradition libérale, fédérale qui plus est.
alors d'accommodement très, très, très raisonnable par rapport à la minorité anglo-saxonne qui assimile les immigrants. Au sein même du gouvernement unioniste, des députés plus nationalistes confrontent leur chef Jean-Jacques Bertrand directement sur la place publique. Ce que je lui dis, c'est qu'il trahit notre vote. Il trahit les gens qui nous ont mis au pouvoir. Et il me répond, il faut que vous soyez réaliste, là. Il faut que vous sachiez que c'est les Anglais qui ont gagné la bataille des Pénates d'Abraham. Alors, il y en était là, M. Bertrand. Dans la population, la loi 63 soulève l'indignation des francophones. Les foules se massent. François-Albert Anger du mouvement Québec français galvanise les manifestants. En 1969, malheureusement, c'est contre un Canadien français que nous sommes nous battre, contre le premier ministre du Québec même, M. Jean-Jacques Bertrand. Durant la semaine qui précède le dépôt de la loi 63, des manifestations monstres se succèdent. À Montréal, puis à Québec. La plus grande de toutes doit se tenir devant l'Assemblée nationale. Les manifestants planifient minutieusement leur opération. Alors, pour vous montrer jusqu'à quel point on a pensé tous les détails, si vous voulez, nous pourrions peut-être envisager de quelle façon les manifestants vont être reçus sur la colline parlementaire. On attend des dizaines de milliers de personnes. Le soir du 31 octobre 69, devant l'Assemblée nationale, ils sont 20 000 à dénoncer la loi 63. Raymond Lemieux est parmi les organisateurs. Moi, je savais que le sol du Parlement était rempli de Sûreté du Québec qui venaient de partout, là. Et je savais en plus que le régiment de l'armée canadienne de Petawawa était logé à la citadelle de Québec. Ils pouvaient intervenir dans l'espace de 5 minutes. Est-ce que vous avez peur? C'est pas un sentiment de peur que j'ai, mais je veux pas, pour la réussite de nos choses, de nos buts, je veux pas que les choses se gâtent. Alors évidemment, mon père n'était pas sans savoir qu'une de mes sœurs avait participé à une de ces manifestations. On avait improvisé une tribune à peu près dans le milieu de la foule qui était massée devant le Parlement. Et plusieurs orateurs montaient l'un après l'autre pour haranguer la foule, comme on dit. Nous avons parmi nous ce soir une Québécoise assez exceptionnelle, Madame Pauline Julien. Mommy, mommy, I love you dearly. Et je savais que ça mettait en marche un mouvement au Québec qui me dépassait moi et qui dépassait tous ceux qui ont participé à ces activités-là. Mommy, mommy, how come we lost the game? Oh, mommy, mommy, are you the one to blame? Oh, mommy, tell me why. It's too late, much too late. Pour en savoir plus sur les crises linguistiques, vous pouvez visiter notre site Internet à radio-canada.ca/parler. Québec! Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais fou. Québec! En 69, le Québec résonne au son de Charlebois. Je monterai toutes les belles collines. Sur la colline parlementaire, Jean-Jacques Bertrand garde le cap.
Les manifestations populaires ne font pas le poids face à ces appuis parlementaires. Même l'opposition libérale de Jean Lesage est en faveur de la loi 63. Le Parti libéral du Québec s'en tient au principe auquel il a toujours adhéré, celui de la liberté et de l'opportunité du choix. Le lobby anglophone à l'intérieur du Parti libéral, qui était le lobby presque propriétaire du parti, était pour le bilinguisme intégral. La pression sur les élus pour voter en faveur de la loi 63 est grande. Des députés vont démissionner. Le premier à le faire sera le libéral Yves Michaud. En annonçant sa démission du caucus libéral, M. Michaud a longuement expliqué qu'il était contre le Bill 63, mais qu'il n'était pas pour autant séparatiste. Selon lui, le Québec n'a d'avenir que dans le cadre confédéral. Après que l'Union nationale lui refusé mardi dernier un amendement que nous avons proposé au projet de loi tel qu'il est actuellement soumis, visant à établir le français prioritaire au Québec, qu'en conscience, je ne peux pas accepter le projet de loi tel qu'il est soumis. C'est un point majeur, c'est un point décisif. Ça m'a conduit à finalement opter pour l'indépendance du Québec. Yves Michaud va convaincre 4 autres députés, un indépendant, 2 unionistes, dont Antonio Flamand, et René Lévesque, le chef du nouveau Parti québécois, de combattre en Chambre la loi 63. Bien que dans l'esprit de René Lévesque, imposer le français aux immigrants n'est pas synonyme d'abolir les droits des anglophones au Québec. C'est simplement qu'un pays français doit avoir un État français, un Parlement français, enfin au niveau des institutions, que ce soit français, unilingue à ce point de vue-là. Mais on maintient aussi, ce que je viens de dire, qu'il n'y a pas de raison qu'on enlève, qu'on arrache de force à notre présente minorité les droits qu'elle a acquis. M. Lévesque n'était pas un farouche et ardent militant pour la défense de la langue française. Né à New Carlisle, et puis parfaitement bilingue lui-même. Mais quand il dit qu'à l'avenir, le Québec sera une langue française, c'est ce qu'il dit en fait. Alors il devient assez conscient que le référent essentiel, ce qui nous est à nous, les Québécois, c'est le fait que nous parlons la langue de Molière. Pendant 3 semaines, les 5 députés récalcitrants paralysent les travaux en Chambre. Jean-Jacques Bertrand voit reporter de jour en jour l'adoption de son projet de loi. Je dois dire à la mémoire, et surtout pour la mémoire de Jean-Jacques Bertrand, qu'il était très démocrate. Jean-Guy Cardinal, le ministre de l'Éducation du Québec, a le fardeau de défendre la loi 63. Une loi qu'il choisit d'appuyer, même s'il la réprouve. Et nous, on lui disait, si vous ne nous laissez pas parler, le chaos sera dans la rue. La révolte sera dans la rue. Il y aura peut-être des choses sanglantes qui vont se passer. Il y aura peut-être des accidents, il y aura peut-être des morts. Pour étirer les débats, les députés contestataires doivent jouer de la moindre procédure. Pour y arriver, ils reçoivent en sourdine les conseils de celui qui votera pour la loi 63, le chef de l'opposition. Oui, il est arrivé quelquefois. M. Lesage était dans mon bureau tard le soir, préparant les interventions du lendemain, et M. Lesage me donnait quelques conseils sur la procédure parlementaire, me priant bien sûr de ne pas dire à personne, à mes ex-collègues. Le 20 novembre 69, l'Assemblée nationale adopte la loi 63, avec l'assentiment d'une majorité de députés. Je les accuserais pas d'avoir laissé passer leur intérêt personnel, on pourrait dire de leur carrière. Je pense que c'était au-delà de ça. C'était au-delà du carriérisme. C'était l'incapacité de désobéir. La crise de Saint-Léonard est dénouée. Les parents italiens sont désormais libres de choisir la langue d'enseignement pour leurs enfants. Mais pour la majorité francophone, c'est une défaite. C'est un échec dans les médias, oui. Dans mon cas personnel, j'avais joué mon rôle, il était temps de me retirer. D'autant plus que j'avais déjà des problèmes financiers, puisque j'avais laissé ma profession pendant 2 ans presque.
Et, bon, problèmes familiaux, puis problèmes judiciaires. Raymond Lemieux sera éventuellement acquitté de toutes les accusations qui pesaient contre lui. Entre-temps, le mouvement des parents francophones de Saint-Léonard s'effrite et la loi 63 laisse un goût amer. Dans le meilleur intérêt du Québec, nous avons donc décidé de dissoudre la 28e législature et de fixer les élections au 29 avril 1970. Ce qui va se produire après, je pense que je le sais. Je suis convaincu que l'Union nationale va perdre, même si les sondages à l'époque ne la donnent pas perdante. Le 29 avril 70, les libéraux de Robert Bourassa sont portés au pouvoir. Jean-Jacques Bertrand perd les 2/3 de ses députés. La loi 63 venait de signer l'arrêt de mort de l'Union nationale. Robert Bourassa, victorieux, ne perdait rien pour attendre. Une nouvelle guerre linguistique l'attendait. En 1974, Robert Bourassa déclenche à son tour une grave crise linguistique. Sa loi 22 a beau proclamer le français langue officielle du Québec, elle mécontente tout le monde. Prochain épisode, la loi 22. C'était une machine qui était partie et qui ne pouvait pas s'arrêter. Mais ce qui prédominait chez moi, c'était d'avoir pris cette question-là, qui est au cœur de ce que nous sommes, Québécois, et de lui avoir fait un bon bout de chemin.